Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, vous le savez, les engagés, c'est ici sur Télésud avec un nouvel invité et surtout les engagés, je vous le rappelle, c'est toutes celles et ceux qui portent des causes mais aussi des combats. C'est parti, tout de suite, vous savez, mon invité, notre invité sur Télésud, il s'agit tout simplement de l'ex-ministre de l'Éducation nationale. Elle est plus que jamais engagée sur des questions de société. Aujourd'hui, elle a endossé l'habit de directrice France de One. On va tout vous dire, vous inquiétez pas, c'est parti, générique. Eh bien, ravi de vous accueillir, Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour, je suis vraiment ravi que vous soyez parmi nous dans les engagés. Ça va ? Moi aussi, je suis très contente. Merci pour votre invitation. Mais écoutez, c'est avec plaisir que vous soyez ici, évidemment, sur ce plateau, sur Télésud. Une organisation, One, c'est une organisation, rappelons-le, fondée par U2, par la figure emblématique de U2. Mais surtout, aujourd'hui, c'est une organisation internationale de campagne, de plaidoyer, qui se bat contre l'extrême pauvreté. Elle se bat pour l'égalité, finalement. Najat Vallaud-Belkacem. Peut-être quelques mots d'histoire, parce que comme ça, on comprend toujours mieux. En gros, on est au début des années 2000. Le monde est plongé depuis des années déjà dans l'épidémie du sida, qui fait des millions et des millions de victimes. Et qui continue de faire des ravages. Absolument. En Afrique. Et à ce moment-là, malheureusement, en fait, on a l'impression que c'est une fatalité absolue, que rien ne pourra changer le cours des choses, quand soudain apparaissent les trithérapies, ces traitements qui, enfin, laissent espérer qu'on ne va pas forcément mourir quand on est infecté par le sida. Or, ces trithérapies, des années après qu'elles apparaissent, on constate que leur coût est tellement exorbitant, c'est tellement cher, que les populations des pays les plus pauvres, et notamment en Afrique subsaharienne, qui est le continent le plus touché par l'épidémie du sida à ce moment-là, n'y accèdent absolument pas. Donc, on a 7 millions de morts qui auraient pu être évitées. Chaque année ? En Afrique subsaharienne, dans ces années-là, au début des années 2000, 7 millions en tout. Là, en gros, entre le moment où apparaissent les trithérapies et le moment où, quelques années plus tard, on va enfin commencer à les rendre accessibles, on a 7 millions de morts qui auraient pu éviter et qui ne le sont pas pour des histoires de prix trop élevés, de traitements qui pourtant existent. Donc, c'est dans ce contexte-là que Bono, le chanteur de U2, en effet, scandalisé par cette situation, dit il faut qu'on mobilise, qu'on crée une structure qui sera spécialisée dans la lutte contre ce qu'on appelle les maladies évitables. Donc il crée One, cette ONG que je dirige pour ce qui est de la France aujourd'hui, mais qui est présente dans une dizaine de pays du monde, et qui est une ONG en fait, qui a un fonctionnement très particulier. On fait ce qu'on appelle du plaidoyer, en fait, pour le dire autrement, c'est du lobbying. Nous, en fait, notre vocation, c'est pas d'être sur le terrain pour distribuer des vivres humanitaires, c'est très bien que d'autres le fassent. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire pression, sous-entendu harceler, les dirigeants des gouvernements, des institutions internationales, des FMI, Banque mondiale, etc., pour que soient prises les bonnes décisions d'allocation de moyens financiers importants par milliards de dollars au fait de rendre accessibles les traitements quand ils existent au monde entier, au fait de pousser la recherche et développement sur des maladies comme la tuberculose ou la malaria qui semblent désintéresser le monde parce que ça ne concerne que les pays les plus pauvres. Et en fait, d'année en année, on a obtenu un certain nombre de résultats. Par exemple, pour rester sur cette thématique du sida, tuberculose, malaria, a fini par être mis en place, sous notre impulsion, un fonds mondial lutte contre le sida, j'ai vu, effectivement, auquel vont contribuer tous les États riches pour que des milliards et des donateurs qui viennent parfois du privé, pour que des milliards d'euros, de dollars soient ensuite redistribués dans des soins accessibles aux populations des pays pauvres. Une petite info, Madame la Directrice, quand même, pour nos téléspectateurs. J'ai cru comprendre, effectivement, qu'il y avait moins en Afrique, je parle du continent africain, qu'il y avait moins de personnes touchées par le VIH. C'est les chiffres, les derniers chiffres. Hein. Oui, ça freine. Hein. Oui, bien sûr, mais ce qui est une très bonne chose. Absolument. Alors, je confirme le fait que, fort heureusement, par rapport, en effet, au début des années 2000, maintenant, on a une baisse, mais j'attire quand même votre attention sur le fait que le Covid-19, qui est passé par là ces 2 dernières années, a complètement désorganisé l'accès aux soins primaires pour un certain nombre de maladies
Et c'est le cas notamment du VIH. C'est-à-dire que les campagnes de prévention ont été interrompues, le fait de faire des tests, etc. Enfin, quand les hôpitaux sont engorgés, il y a plein d'autres soins. On parle du VIH, on parle par exemple de la rougeole, de la rubéole, toutes ces vaccinations des enfants qui n'ont pas pu avoir lieu par manque de personnel et de produits quand les frontières étaient fermées, etc., à cause du Covid, c'est le second effet qui se coule d'une certaine façon de la pandémie Covid. On va en parler. Donc, du coup, les infections VIH, malheureusement, repartent un petit peu à la hausse quand même. Et c'est pour ça qu'on attire l'attention, puisque le Global Fund dont je parlais tout à l'heure, le Fonds mondial pour le sida, va reconstituer ses moyens financiers dans les mois qui vont venir. Et donc on attire l'attention des États pour leur dire à nouveau remettez au pot. Il aura besoin pour les 3 ans qui viennent de 5 milliards de dollars. Donc plus que jamais c'est d'actualité. Mette de l'argent. Jamais j'ai compris que c'était d'actualité, oui, effectivement. Najat Vallaud-Belkacem, Madame la directrice, pourquoi vous avez décidé d'accepter d'endosser justement cette responsabilité de l'organisation, cette ONG One en France? Pour quelle raison vous avez dit oui? Alors, parce que vous avez mis en retrait votre vie politique depuis 2017, même si vous êtes resté élu local. Vous avez quand même mis vous avez mis en retrait votre vie politique depuis quelques années maintenant. J'ai envie de dire oui et non. mais avant d'en venir à moi, juste finir sur One. Donc, je vous ai raconté comment c'est né. Et ensuite, évidemment, depuis le début des années 2000, il s'est passé plein de choses. Et c'est la raison pour laquelle je les ai rejoints, précisément. C'est que cette ONG, elle a décidé d'embrasser, au-delà des questions de santé mondiale telles que je viens de les exposer, toutes les questions d'extrême pauvreté. En fait, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas accès à la santé, à l'alimentation, à l'éducation? C'est que vous êtes plongé dans l'extrême pauvreté et une vie quotidienne avec moins d'1,90 $ par jour, ce qui est en réalité invivable. Or, dans notre monde qui est censé être quand même en progrès constant, dans la modernité, etc., eh bien, vous avez 800 millions de personnes qui sont plongées dans cette situation de vivre avec moins d'1,90 $ par jour, de ne pas pouvoir se soigner, manger à leur faim. Allez, justement, on va en parler. Donc, en fait, moi, c'est ça qui m'a attirée, tout simplement. Et vous avez dit oui? Et j'ai dit oui quand ça m'a été proposé. De façon naturelle. Mais bien sûr, parce que en fait, moi j'ai toujours été mue par une forme d'engagement, de volonté de faire progresser la société française naturellement, mais dès que vous prenez du champ et que vous regardez à l'échelle mondiale, vous comprenez qu'en fait, y compris des mots qu'on trouve, MAUX, qu'on trouve dans notre société française, en fait, nos interdépendances avec le reste du monde sont tellement énormes que tout est lié. Et il faut aller à la racine, il faut combattre les inégalités mondiales, il faut réaffirmer notre commune humanité, il faut remettre de la solidarité dans notre façon de penser les choses. Justement, on va en parler. Et on va commencer cette émission justement dans Les Engagés avec l'actualité, votre portrait, et on finira avec l'ONG. On l'aura compris de toute façon, Najat Vallaud-Belkacem. Madame la directrice, c'est parti. Tout de suite, votre actualité, jingle, c'est parti. Madame la directrice, vous êtes très impliquée, en tout cas votre ONG, One, en France, vous êtes très impliquée dans le cadre de cette campagne présidentielle. On va découvrir tout de suite, ce que je vous propose, c'est de découvrir cette vidéo qui parle justement d'une campagne. Inversons la tendance. Regardons ça et on se retrouve tout de suite après parce que vous allez comprendre pourquoi. Regardons. Salut à tous et salut à toutes et bienvenue sur One TV. Vous avez été nombreux et nombreuses cette semaine à nous envoyer vos questions et ça c'est topissime. Et pour y répondre aujourd'hui, je suis hyper heureux d'accueillir les candidats et candidates à l'élection présidentielle 2022. Ils sont tous là, ils sont venus. Alors, est-ce que vous m'entendez? Bonjour à vous. Alors, une première question de Shaima. Écoutez bien. Comment la France peut-elle contribuer à lutter contre la Covid-19 dans le pays, mais aussi partout sur la planète? Une opinion peut-être? Un avis? On enchaîne avec une deuxième question de Tiziano. Il demande: dans quelle mesure la France est-elle prête à redistribuer les richesses mondiales pour accompagner la relance économique dans les pays africains?
Très bonne question. Allez, qui se lance? Je suis tout oui. C'est gênant. Mais écoutez, une dernière question, hein, whatever. Simone. Madame la directrice. Non, mais moi, ça m'a fait sourire. C'est idiot, mais... Pourquoi nous plonger dans les années 90 ? En fait, cette campagne, le concept de cette campagne est parti d'un constat quand même assez terrible. C'est que les chiffres de l'extrême pauvreté que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le nombre de gens dans le monde qui vivent avec moins d'1,90 $, eh bien, se sont remis à augmenter et à atteindre finalement des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis les années 90. Depuis les années 90, il y avait quand même une mobilisation du monde entier, des pays riches, des institutions internationales sur cette question de l'extrême pauvreté qui avait fait qu'en fait, on avait considérablement réduit l'extrême pauvreté. Les gens ne le savent pas, mais aujourd'hui, on est à peu près à 10% de la population mondiale plongée dans cette extrême pauvreté. Mais dans les années 80, on était à 40% en fait. C'est incroyable d'où on part. Donc du coup, c'est vrai que les années 90 ont constitué à la fois une espèce de summum et de plateau où on a commencé ensuite à descendre. Et là, avec le Covid-19, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez, toute l'activité économique a été interrompue. C'est vrai dans nos pays, mais dans les pays pauvres encore plus. Les matières premières, le prix des denrées alimentaires a explosé. Et malheureusement, avec la guerre en Ukraine, ça ne va pas s'arranger, comme vous le savez. Et donc, du coup, dans les pays pauvres dont on parle, vous avez des gens qui ont dû arrêter de travailler et plus subvenir à leurs besoins parce donc que c'est des États sans filet de sécurité sociale. Si je vous écoute attentivement. Oui, absolument. Donc encore plus d'inégalités à l'échelle mondiale. Et en même temps, comme vous le savez, alors qu'on assiste à des famines, ça reprend les famines, y compris les émeutes de la famine dans certains pays, en Éthiopie par exemple ou ailleurs, eh bien, vous avez les milliardaires de la planète qui n'ont cessé de s'enrichir. Et vous avez vu les études délivrées notamment par Oxfam ou d'autres qui montrent que les 10 milliardaires les plus riches de la planète ont doublé leur fortune en 2 ans. Elle sert justement à interpeller les différents candidats. D'ailleurs, on va découvrir les différentes photos que vous avez... je crois qu'il me semble, vous avez déployé une série d'affiches dans les rues de Paris. Oui, c'est ça. On va les découvrir. Ils sont là, ils sont à l'écran. Toutes ces affiches, on les voit. Voilà, par exemple, là... Pourquoi vous avez décidé d'interpeller l'opinion publique ? Donc à partir du moment où on s'est focalisé sur cette date des années 90, sur ce pic qu'on avait atteint et qu'on est en train malheureusement de réapprocher, on s'est dit... on peut l'apercevoir effectivement. Après tout, les années 90, c'est aussi intéressant d'y revenir parce que par ailleurs, il y a une espèce de revival des années 90 dans le monde de la mode, de la musique, de la pop, etc., sur les réseaux sociaux auprès des jeunes générations. Et donc on s'est dit, tiens, on va complètement jouer ce jeu-là et interpeller les candidats en les grimant eux-mêmes, en les dessinant comme s'ils étaient dans ces années-là, en faisant appel d'une certaine façon peut-être aux idéaux qu'ils avaient à cette époque-là, quand ils étaient peut-être plus jeunes, et puis surtout avec une dimension ludique, voilà, d'où aussi l'appel fait à Pascal Légitimus qui a accepté de nous accompagner dans la petite vidéo. Mais après, au-delà du ludique, ce que dit la vidéo, c'est, pardon, mais on ne vous entend pas là, les candidats. Enfin, quand même. Madame la directrice, vous les avez interpellés ? Mais oui, bien sûr. Vous avez eu un retour ? Alors oui, bien sûr, on commence à avoir des retours. En fait, nous, on procède de différentes façons. On leur demande de nous envoyer leur programme sur ces sujets-là. Donc, comment vous luttez contre l'extrême pauvreté dans le monde ? Comment vous mettez fin à la pandémie du Covid, non pas seulement en France, mais partout ailleurs. Parce que de toute façon, sinon, les variants nous reviendront et on repartira en France aussi. Comment est-ce que vous établissez un rapport plus d'égal à égal entre nos pays et le continent africain parce qu'en fait, il y en a marre de la surexploitation des ressources des pays africains, de la corruption qu'on laisse faire, du fait que les entreprises, les grandes entreprises ne payent pas leur fiscalité. Qu'est-ce que vous voulez faire, vous, Anne, Madame la directrice ? Vous voulez réécrire les règles du jeu ? Vous voulez définir, repenser la façon de faire dans ce système, dans ce nouveau système mondial ? Moi, en fait, je vais vous dire les choses simplement. Hein. Mais oui, je sais pas si vous avez des enfants. Moi, en l'occurrence, j'en ai. Moi, j'ai envie que mes enfants vivent dans un monde plus égalitaire, en fait. C'est même pas une question de charité, c'est juste une question de justice. Mais je n'en peux plus de voir ces inégalités mondiales qu'on a évoquées tout à l'heure et de comprendre qu'il n'y a ni fatalité, ni hasard
à cette situation d'extrême pauvreté de certains. C'est-à-dire qu'en fait, la situation d'extrême pauvreté de certains, qui est une non-vie, malheureusement, c'est comme ça que je la vois, c'est une survie plus qu'une vie, eh bien, en fait, elle est le résultat de choix opérés par d'autres, qui sont dans la prédation absolue, pour aller surexploiter les ressources, pour payer toujours moins des choses qu'ils devraient payer à leur juste valeur. Et donc c'est dans un monde qui est mondialisé, où on est tous interdépendants, il y a un lien direct entre le fait que certains milliardaires se fassent la fortune qu'on a évoquée tout à l'heure, et le fait que d'autres gens vivent si difficilement. Donc en fait, les candidats, mais on est en France. La France n'est pas n'importe quel pays. La France est un pays qui est censé, dans son histoire, avoir eu un rôle, son mot à dire sur la conduite des affaires du monde. Et aujourd'hui, moi, je m'étonne qu'on ne les entende pas du tout sur le sujet. Comment peut-on sortir de 2 ans de Covid, avoir normalement s'être posé toutes ces questions de conscientisation sur le rôle des métiers mal payés alors qu'ils sont les plus essentiels, sur nos interdépendances à l'échelle globale, etc., sur notre commune humanité, et avoir des candidats à la présidentielle qui, depuis 4 mois, ne vous disent pas un mot sur ces histoires d'interdépendance, de mondialisation différente, de règles du jeu global, de lutte contre le changement climatique. Enfin, qui ne comprend pas que ce qu'on est en train de vivre avec le Covid, on va le reproduire avec le changement climatique. Vous avez raison, effectivement. Et donc, juste pour finir, nous, on les a sollicités, One, comme ONG, et on leur demande de nous envoyer leur programme. On a un comparateur de programmes, on rendra tout ça public. On les a invités à venir également, donc le 22 mars prochain, parce qu'on organise un grand forum avec le journal Libération sur toutes ces questions-là, et ce sera au Théâtre du Rond-Point, et on attend d'ailleurs un auditoire nombreux, on espère. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est sur nos sites. Et puis, par ailleurs, ce que je dis, c'est que dans les médias, de façon plus générale, il ne faut pas hésiter à aborder la question de la solidarité internationale. On parle beaucoup de la guerre en Ukraine en ce moment, c'est normal, je ne jette la pierre à personne. On a parlé du Covid depuis 2 ans énormément, mais toujours sous l'angle un petit peu franco-français, des chiffres de l'épidémie. Mais et le reste du monde. Élevons la réflexion et poussons les candidats à nous élever aussi. Najat Vallaud-Belkacem, nous allons nous intéresser à vous maintenant désormais. Votre engagement, la question évidemment qui vous anime à porter tous ces combats et ces causes, c'est parti tout de suite. Jingle. Najat Vallaud-Belkacem, qu'est-ce qui vous anime dans tout cet engagement pour ces causes, ces combats au juste ? Une forme d'espoir, en fait. Je pense que si j'étais quelqu'un de fondamentalement pessimiste, je me serais peut-être arrêtée déjà il y a longtemps, mais comme je suis optimiste, je pense qu'on peut faire bouger les choses. J'en ai eu aussi la démonstration, c'est peut-être aussi une chance, c'est que dans la vie, j'ai vu des moments où, par des déclics, par des actions volontaristes, par le fait d'embarquer les gens avec soi, on arrive à faire bouger des choses. Plus jeune, est-ce que vous étiez déjà engagé ? J'étais pas engagée politiquement parce que je pense que je n'osais pas, en fait, je me voyais pas dans cet univers-là. Mais j'étais engagée dans l'univers associatif. Ah oui, moi vraiment très très jeune, c'est-à-dire que je me souviens à 18 ans, j'étais chez Pharmaciens sans frontières. D'ailleurs, c'est drôle quand j'y repense parce qu'il y a un lien avec ce que je fais aujourd'hui, c'est très amusant. J'étais chez Pharmaciens sans frontières en train de récolter, vous savez, des médicaments pas encore périmés pour les remettre en forme, pour les envoyer dans les pays les plus pauvres. J'étais dans des associations d'aide aux devoirs pour les collégiens qui avaient des difficultés. Enfin, donc oui, moi j'ai toujours très engagé. Vous le devez à qui cet engagement plus jeune, à 18 ans ? Est-ce qu'il y a des personnalités qui vous ont entouré à ce moment-là, qui vous ont poussé, qui vous ont évidemment convaincu de vous investir ? Non, je ne dirais pas les choses comme ça. Je dirais que, en fait, je le dois, cet engagement, à la quête de sens, en fait. Vraiment, moi, et je crois qu'on est de plus en plus nombreux, en fait, à traverser cette interrogation. Pourquoi vous avez été animé par des injustices ? À la quête de sens, c'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 choses. Il y a en effet le fait d'assister... Il y a quelque chose qui vous révoltait, par exemple, plus jeune ? Il y a le fait d'assister parfois à des injustices ou en tout cas des perceptions d'injustice. Et c'est vrai que moi, je viens d'une famille qui a fait le parcours de l'immigration, donc depuis le Maroc. On est arrivé quand j'avais l'âge de 4 ans en France. Et j'ai bien vu, même si je ne veux pas nous victimiser particulièrement, mais voilà, vous ne vous sentez pas forcément... absolument accueillis. Mes parents, les discours qu'ils nous tenaient, c'était vous rasez les murs, vous vous faites discret, on nous tolère plus qu'autre chose, etc.
Et puis après, dans ces années-là, on est dans les années 80, on a aussi affaire à la montée du Front National. Donc vous trouvez parfois des papiers dans la rue vous décrivant les Arabes comme des voleurs de poules ou que sais-je. Bon, donc, je veux dire, tout ça, j'y ai eu accès dans mon enfance. Et ça vous a marqué. Et ça m'a marqué. Donc un petit sentiment d'injustice. Et donc ça vous a révolté, de facto. Absolument. Mais à côté de ce sentiment-là, et c'est peut-être ce qui fait le sel de l'engagement à mon avis, c'est aussi en même temps le sentiment d'avoir de la chance, parce que précisément, venant d'où je venais, et sachant que d'autres enfants d'où je venais, c'est-à-dire dans le monde rural marocain, n'avaient pas eu cette chance d'accéder à l'école, voilà, de recommencer une autre histoire, etc., étaient plongés dans la pauvreté, eh bien, moi, je considérais que j'avais énormément de chance. Donc, du coup, le sens de ma vie, pour moi, c'était de rendre un petit peu, d'aider quand même les gens. Enfin, de ne pas me concentrer juste sur moi-même. Est-ce que votre vie a été structurée en permanence dans des combats ? Donc du coup, c'est vrai que ça s'est transformé en pas mal de combats. Alors il y a des combats qui sont des combats plus individuels, quand par exemple vous vous dites « Ah bah tiens, je vais leur prouver que je vaux mieux que ce qu'ils pensent que je vaux ». Ça c'est un combat individuel, vous voyez, mais c'est bien un combat contre cette espèce d'injustice ou de perception d'injustice. Oui, mais il y a des marqueurs qui restent. Voilà. C'est les marqueurs de ce que vous venez de nous esquisser. Évidemment, ce passage de l'enfance du Maroc lorsque vous arrivez en France. Absolument. Et ça, du coup, c'est un combat individuel. Me semble-t-il. Puis après, il y a les combats collectifs. Et les combats collectifs, honnêtement, je le redis ici dans votre émission parce que, vous savez, la politique a mauvaise presse en ce moment, etc. Et je comprends, hein, vu l'image qu'elle donne à voir d'elle-même, je comprends même malheureusement les taux d'abstention. Bon. Mais en fait, le combat collectif, c'est quelque chose de vraiment exaltant. C'est vraiment formidable. Et c'est triste que la politique soit devenue ce qu'elle est aujourd'hui, parce qu'en fait, ça peut être autre chose. Et moi, j'ai connu des moments où c'était autre chose, où c'était formidable de partager avec d'autres le même projet de société, les mêmes valeurs, le même ADN, voilà, avec une espèce de clarté d'esprit. Pourquoi le visage de la politique a changé ? Mais oui, c'est plus du tout ça maintenant. C'est plus du tout ça. C'est d'une tristesse infinie. Vraiment, je suis même émue d'en parler parce que ça devrait être autre chose, mais Quel est ce nouveau visage de la politique aujourd'hui ? Les codes ne sont plus du tout ceux que je viens d'évoquer. Les codes de la politique aujourd'hui, d'abord, vous voyez bien, qui s'en sort le mieux en politique ? Ceux qui trahissent le plus. Donc déjà, le code du collectif, de la loyauté à une valeur, etc., je ne sais pas où il est. Celui qui va le plus manier dans les exercices comme celui qu'on est en train de faire aujourd'hui, le buzz, le clash, la violence, la polarisation, le café du commerce. Ok, génial. Donc du coup, c'est celui-là qu'on réinvitera, qu'on applaudira, qu'on valorisera. Mais c'est pas possible en fait. Je vous apprends rien, mais on a un vrai sujet de récit de ce qu'est le politique et ce qu'est la politique. Et du coup, c'est comme ça qu'on. Et votre récit, c'est One aujourd'hui. C'est One aujourd'hui, jingle, parce que je tentais de rattraper ce léger retard, parce qu'il faut quand même même si évidemment, bien sûr, on a consacré évidemment depuis le début de cette émission une large évidemment partie concernant One. Tout de suite, jingle, je voudrais qu'on parle quand même de quelques campagnes encore. Allons-y, jingle. L'organisation, l'ONG One. Il faut qu'on avance, Madame la directrice, parce que One, vous êtes la directrice donc France. One, donc vous l'avez rappelé tout à l'heure en tout début d'émission, c'est Bono du groupe U2, ce chanteur évidemment, pour lutter contre la montée du VIH, du SIDA donc en Afrique. Aujourd'hui, ça compte 1000 jeunes activistes dans le monde, on est d'accord. C'est des millions d'actions de mobilisation menées, c'est 97 millions de personnes supplémentaires qui vivraient dans la pauvreté. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, en raison de la pandémie de Covid-19, 5 personnes sur 10 n'ont pas accès à l'électricité en Afrique subsaharienne. Je veux vraiment qu'on parle de One sous la forme d'une vidéo qui présente assez bien votre organisation, votre ONG. Regardons et venons parler de vos actions de mobilisation du moment. Regardons ça. The world is hungry for action. A place where every child can have the right to go to school. For freedom and human dignity. Will you stand with me? Will you stand with me?
Campaign is an amazing organization that's really about advocacy, and they really garner and encourage activism, and it's about justice. They're not like a charity organization. That's some power. The people's voice is pretty strong. Stop talking, start acting. Madame la directrice, Madame Najat Vallaud-Belkacem, on l'aura compris, c'est plus que jamais. Mobilisation face aux inégalités, c'est bien ça ? Oui, avec cette dernière phrase de la jeune fille qui disait « Stop talking, start acting ». C'est vraiment ça. C'est-à-dire que nous, en fait, on rend les responsables politiques redevables de leurs engagements. Parce que c'est trop facile de faire des beaux discours. Oui, nous allons augmenter notre aide publique au développement. Oui, nous considérons avec respect tous les pays, etc. Et puis après, nous, on va décrypter. En fait, c'est une de nos missions. Tout ce qui s'est fait après que les lois, les discours aient été tenus, on prend les chiffres, les budgets, et puis on rend responsables en fait les dirigeants de tout ça. Vous avez lancé en mars dernier la 8e promotion, d'accord, de jeunes ambassadeurs et ambassadrices. Où en est-on aujourd'hui justement face à cette promotion ? Et quel est le sens de cette promotion justement quelle va être la responsabilité de ces jeunes ambassadeurs et ambassadrices ? Merci beaucoup de mettre l'accent là-dessus parce que c'est notre programme auquel on est extrêmement attaché qui s'appelle donc les jeunes ambassadeurs. En fait, chaque année, on réembarque avec nous une promotion, donc grosso modo c'est un peu moins d'une centaine, on est à peu près à 80 personnes, de jeunes gens qui sont soit des étudiants, soit qui ne sont plus en études, des jeunes actifs, qui sont intéressés par les valeurs que prône One et qui viennent en fait pendant 1 an à nos côtés. On les forme au plaidoyer, à la communication, on les fait rencontrer leurs homologues des autres pays en Europe ou ailleurs de One. Et donc en fait, on en fait des super ambassadeurs en fait des sujets que l'on porte. Et eux, de leur côté, sur le terrain par exemple, c'est eux qui vont aller voir leurs députés, circonscription par circonscription, pour porter à leur tour les sujets que nous portons au gouvernement. Ouais, c'est une façon de déployer notre action, mais en même temps, c'est du win-win d'une certaine façon parce qu'ils ont quand même cette formation qui, à la fin, en fait d'ailleurs des gens. Moi, j'adore les retrouver quand ensuite ils passent dans d'autres univers. On retrouve des gens qui, y compris quand ils vont dans le secteur privé, ont gardé cette conscientisation et vont porter une finance plus vertueuse. Mais que voulez-vous faire de ces jeunes ambassadeurs et ambassadrices ? En fait, l'objectif, au bout du bout, c'est quoi ? L'objectif au bout du bout, c'est d'être le plus nombreux possible à être très éclairés sur les dysfonctionnements mondiaux. Vous voulez faire de désengagés, j'ai bien compris. Et à comprendre, pour reprendre mes mots de tout à l'heure, qu'il n'y a ni hasard ni fatalité. En fait, les inégalités mondiales, elles sont là parce que ça profite à certains. Il faut aller traquer ces dysfonctionnements, ces profits illégitimes et y mettre fin. Et donc, si ces jeunes ambassadeurs, demain, ils sont aux responsabilités politiques, dans le secteur privé, dans le monde de la finance, ou même à leur tour dans les ONG, et qui sont capables de continuer à se mobiliser sur ces sujets, je suis sûre qu'on peut changer le monde, vraiment. Ces jeunes ambassadeurs, ils sont issus de l'Hexagone, de toute la France ? Oui, y compris, bien sûr, au-delà de l'Hexagone, y compris des territoires d'outre-mer, des départements d'outre-mer. On est super fiers d'eux, on est super contents. Et que vous dire d'autre ? En plus, ils viennent évidemment avec ce qu'ils sont, donc on a toutes les catégories sociales et ils viennent avec tous les secteurs d'activité. Donc certains d'entre eux vont être des spécialistes, je sais pas moi, des réseaux sociaux, d'autres savent particulièrement bien écrire, d'autres ont une compétence justement scientifique en termes de médecine, etc. Donc en fait, c'est pas simplement qu'on leur demande de répéter nos éléments de langage, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est qu'ils nous apportent aussi, ils nous alimentent aussi dans nos plaidoyers. Madame la directrice, justement, le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui ? Peut-être un témoignage, en fait, si ça peut inspirer. Vraiment, ça rend très, très heureux de travailler au service des autres, quoi. Tout simplement, c'est aussi basique que ça. Ça rend vraiment heureux. Je veux dire, ça donne un sens à votre existence.
De la même façon que quand vous avez l'impression d'aider vos enfants à grandir, à leur apporter quelque chose et pas juste à les laisser se débrouiller tout seuls, vous voyez ce qu'on peut ressentir dans ces moments-là. En fait, c'est Moi, je quasi, retiens que ça rend heureux. C'est quasi équivalent. Moi, voilà. c'est ça qui me plaît, ça rend heureux. Ouais. Ça rend heureux de Donc, donner si ça rend du heureux, sens c'est à bon, sa il y a vie de en l'espoir au s'engageant bout. pour les autres. Oui, absolument. Et en fait, moi, ce que je voudrais, c'est que cette merveille-là dont je viens de parler, qu'aujourd'hui je trouve dans le monde des ONG, qu'elle reprenne un peu corps dans le monde de politique. Voilà. Mais ça, c'est pour les années qui viennent. Mais en tout cas, en attendant, je pense vraiment que le monde des ONG mérite d'être investi davantage. Merci infiniment, c'était un plaisir. Najat Vallaud-Belkacem, la directrice de France One. Merci infiniment. L'ex-ministre de l'Éducation nationale, vous l'aurez compris, elle est complètement engagée sur les questions évidemment de pauvreté, de maladie. Madame la directrice France, bon courage, bon vent. Merci. Pour votre nouvelle casquette. Plaisir. Merci à vous. Et on retiendra aussi l'événement, à ne pas manquer. Oui, il faut aller voir le site Alors, de One. Vous trouvez les informations sur le site de One, sur le site de Libération, notre partenaire, ou sur le site du Théâtre du Rond-Point, qui est le lieu où ça se passe. C'est le 22 mars, entre 9h et 18h. Et en fait, comme vous ne pourrez pas assister à tout, j'imagine, bien que vous y êtes invité, vous sélectionnez 1 ou 2 heures où vous voulez passer. Voilà, tout est dit. Et vous aurez les candidats qui répondent à notre grand oral. Qu'est-ce qu'ils font pour lutter contre l'extrême pauvreté? Vous l'aurez compris, le rendez-vous à ne pas manquer, c'est le 22 mars. Allez voir toutes les informations donc sur le site de One France. Merci Najat Vallaud-Belkacem, merci Madame la directrice. On se retrouve très vite, très prochainement avec un autre invité ici même dans Les Engagés sur Télé Sud. Restez fidèles, mais surtout, on ne lâche rien. Ciao, ciao, à bientôt.